deuxième table ronde. Alors celle-ci est parrainée par Gann Assurance. Alors Gann Assurance assure tout et en particulier les drones. Ça c'est le slogan. Comme vous l'avez vu lors de notre précédente table ronde, le marché, alors je ne sais pas si vous étiez tous là, mais pas tous, mais le marché du drone est appelé à se développer et vous en êtes convaincus parce qu'autrement vous ne seriez pas là aujourd'hui. Alors dans l'immédiat, parmi les nombreuses applications pour lesquelles le drone peut faire la différence, il y a bien évidemment la gestion de crise. Et ça tombe bien parce que c'est le thème de notre table ronde d'aujourd'hui. Donc léger, facile à mettre en œuvre, il passe partout. L'utilisation des drones sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en a été une belle démonstration médiatique. Alors au cours de l'année écoulée, il y a eu plusieurs autres événements qui ont permis aux drones de faire la démonstration de leur utilité. Et ces événements n'ont pas été autant médiatisés, mais leurs acteurs pourront vous en parler ce matin, puisque certains sont là ici. Alors, quand je dis que le drone est facile à mettre en œuvre, je parle évidemment du point de vue technique, parce que d'un point de vue réglementaire, ce n'est pas encore ça, et ce n'est pas le moindre des paradoxes. C'est ce que nous allons voir concrètement avec nos 4 intervenants. Alors, je vous les présente. Tout là-bas au fond, Benoît Gandon, qui est le directeur régional adjoint sud-ouest du CEREMA. À ses côtés, Benjamin Ambet, directeur de cabinet Enedis, direction régionale Aquitaine, Nord. C'est ça, hein, c'est ça. Je suis à jour dans mes fiches. Vandelin Click, officier sapeur-pompier, président de l'International Emergency Drone Organization. Bonjour à tous. Voilà. Et à mes côtés, Aude Brocarel, juriste affaires aériennes. Alors, j'ai parlé de Notre-Dame. Comme vous, en plus, vous êtes pompier, alors pas pompier à Paris, mais pompier en région parisienne. La première question est pour vous. Donc, les vues aériennes de Notre-Dame de Paris après l'incendie ont fait le tour du monde. Même si le drone qui a été utilisé est un drone, un ou des drones de la préfecture de police, c'est pas du sapeur-pompier, je vous dirai peut-être pourquoi. Une chose est certaine, c'est que dans les heures qui ont suivi ce drame, les pompiers de Paris ont été assaillis de questions de leurs collègues du monde entier. Ils ont même été, au bout d'un moment, ils ont carrément fermé le standard. Alors, qu'est-ce que tous les services de sécurité incendie du monde entier voulaient savoir Ce qu'ils voulaient, c'est un retour d'expérience, savoir comment ils ont utilisé le drone sur un incendie majeur comme ça, et comment ils l'ont utilisé, et à quelle fin, et où est-ce que ça a été décisif pour le commandement des opérations de secours, en fait. C'était vraiment ce retour-là qu'ils attendaient, et de pouvoir mettre en lieu... Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Mais en fait, c'était... Enfin, vous savez, le feu de Notre-Dame, ça a été un événement extrêmement médiatique, mondialement comment dire, suivi, et l'utilisation du drone, un outil qui est assez récent et technologique et innovant, forcément, ça a mis en lumière cet outil. Et effectivement, en plus, il a été décisif dans les stratégies de distinction par rapport aux différents foyers qu'il y avait dans Notre-Dame, qui n'étaient pas forcément visibles de l'extérieur au niveau de la rue, quoi. Et donc, j'ai dit que vous étiez le président d'une association de pompiers. C'est une association que vous avez créée vous-même il y a 2 ans seulement, et qui aujourd'hui compte presque 500 membres, oui, et surtout plus de 40 pays sont représentés. Donc là, on sent que vraiment il y a une demande forte d'informations sur le sujet. Oui, il y a une grosse demande, et pas que chez les pompiers, mais chez tous les services publics qui utilisent le drone, puisqu'on c'est un outil qui est approprié, qui est intégré dans les opérations de secours, dans les opérations de sécurité publique, et à travers le monde, on est tous en appropriation de l'outil. Alors je dirais que la première étape, elle est vraiment en cours d'achèvement, parce que du coup, il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres, mais on partage sur cette appropriation technologique. Et après, le défi pour les années à venir, ça va être l'exploitation des données, en fait, du coup, pour passer à l'étape supérieure. Alors, les exploitations des données, là, on rentre tout de suite dans un cas juridique. Donc là, vous allez avoir droit à la deuxième question. Parce qu'au-delà de l'exploitation des données,
ce que vous m'avez expliqué lorsque nous avons préparé cette table ronde, c'est que ces drones sont achetés par des services de l'État sur étagère. Hein, c'est des drones civils qui deviennent de fait du matériel des aéronefs d'État. D'un point de vue juridique, il y a une faille. Alors, il y a plusieurs types de drones utilisés notamment par le monde de la défense et effectivement par la sécurité civile, puisque en fait, c'est la direction de la sécurité aéronautique d'État dont je suis issue. Je l'ai quittée il y a 3 ans, mais je les connais encore bien. Est une direction interministérielle, donc il travaille avec la sécurité civile, les douanes, la gendarmerie, et puis les 3 armées, et aussi la DGA. Et il se trouve qu'effectivement, un service d'État qui achète un drone, qui l'achète sur étagère, ce drone deviendrait finalement juridiquement aéronef d'État, alors qu'il n'est pas passé par le filtre de la navigabilité des aéronefs d'État, qui est un filtre qui est spécifique, puisque l'État il est souverain en termes de navigabilité, il écrit ses propres règles pour les services au profit desquels travaille la DSA. Donc effectivement, on se retrouve dans une espèce de zone grise où on a du drone qui est éventuellement développé, fabriqué par des industriels pour la défense, acheté par la défense, et là donc il est certifié et il correspond à toutes les règles de navigabilité d'État, et on se retrouve effectivement avec du petit drone, parfois même du drone un peu plus lourd, utilisé quand même par des services régaliens, et qui se retrouve finalement dans cette zone grise. Zone grise de laquelle on va très très bientôt sortir en fait, parce que le HASA est venu modifier très récemment d'ailleurs encore les règlements 945 et 947, justement sur l'espace et la navigabilité. Et il faut savoir qu'ils sont en train de modifier toute la partie scénarii. Bientôt, il n'y aura plus de scénarios possibles dans le monde civil, et à partir du 2 décembre 2023, je crois. Donc plus de dérogations possibles. Donc le fameux article 10 que la sécurité civile, les services de police, etc. connaissent par cœur, eh bien il va falloir qu'ils choisissent entre aéronefs d'État. C'est quoi cet article 10 ? Alors l'article 10, c'est un article qui permet de déroger à l'arrêté espace, justement quand il est employé au profit des services régaliens. Donc, mais ce qui se passe, c'est que dans la gestion de crise, finalement, la crise c'est la norme, donc la dérogation, c'est la norme. Donc justement, on est en train d'essayer de faire coller la réglementation EASA, donc ces services-là vont soit basculer complètement du côté navigabilité d'État, donc avec une certification, etc., sachant que la certification est toujours adaptée au drone, donc au poids du drone, à la mission, etc., ou les acheter sur étagère avec une capacité d'utilisation la plus large possible, parce que la dérogation ne sera plus possible. L'article 10 va disparaître. Alors l'article 10 va disparaître, mais apparemment la DGAC voudrait maintenir la dérogation à côté de la réglementation européenne. Donc après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils voudraient laisser le champ et laisser l'arrêté en place, mais que pour les services de secours. Voilà, alors justement, que pour les services de secours. Donc Enedis, vous aussi, vous intervenez dans des situations d'urgence, hein, notamment lors d'événements climatiques pour rétablir la distribution. Tout à fait. Vous ne bénéficiez pas de cet article 10, donc vous êtes obligé de faire une demande de dérogation en préfecture systématiquement. Alors oui, en effet, comme le collègue à ma gauche l'a évoqué tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est d'évoquer cette notion de service public et qu'est-ce qu'on attend d'un service public, notamment en termes de gestion de crise. Alors, ça tombe bien parce que nous, on a, qui dit gestion de crise chez nous, l'écho chez nous, c'est la fameuse FIR, qui a été d'ailleurs créée en 1999. La Force d'intervention rapide d'électricité, qui est dignement et au mieux représentée par mes collègues au fond de la salle avec leur t-shirt bleu, que je salue. Il faut se rappeler que la FIR elle a été créée en 99 ici, en Gironde, suite à la tempête de 99. Et ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est justement cette notion d'opérateur essentiel et de qu'est-ce qu'on attend d'un service public en termes justement d'intervention en cas de crise. Je pense que l'objet du drone a un intérêt, c'est que
souvent on est sur une question de gestion rapport qualité-prix. Dans des crises, on peut faire beaucoup de choses, souvent avec beaucoup d'argent. Ça peut être rapidement coûteux en fonction du niveau d'exigence qu'on se fixe. L'intérêt du drone, notamment aujourd'hui, post-Covid, où on rentre un peu dans une crise économique, c'est que c'est un objet qui permet quand même d'aller plus vite pour moins cher. Et ça, c'est intéressant. Par contre, effectivement, il y a tout l'aspect réglementation qui se cache derrière. Des règles, il en faut, et en France, il y en a beaucoup. Pour autant, il y a toujours cette règle du 80-20, je pense, où dans 20% des cas, il faut savoir trouver des solutions agiles qui permettent de justement répondre aux besoins tel qu'il est fixé, avec un niveau d'exigence fixé en fonction de ce qu'on attend d'un service public, mais à la fois de répondre aussi à des exigences réglementaires qu'on peut faire évoluer. Donc ça, on verra comment on peut effectivement les faire évoluer, comment vous travaillez. Et avant, donc, Benoît Gandon, donc, vous représentez ici le CEREMA, donc il faudra nous expliquer rapidement ce qu'est le CEREMA, mais vous aussi, vous intervenez dans des situations d'urgence. Bon, c'est pas le cœur de votre métier, mais récemment, vous êtes intervenu notamment dans les Pyrénées quand la nationale 113 a commencé à glisser. Hein. Donc, deux mots sur le CEREMA, donc un centre d'études et d'expertise dans le domaine du risque, de l'environnement, de la mobilité, de l'aménagement. On est un établissement public, on dépend à la fois de l'État et des collectivités, on est à peu près 2500 et on intervient dans le domaine de l'ingénierie territoriale, des bâtiments, des routes, des ouvrages d'art, de l'environnement, la mer et le littoral. Effectivement, on est intervenu récemment dans les Pyrénées, la route nationale 116, côté de Prades, maintenant un endroit un petit peu mieux connu récemment, cher à notre Premier ministre. donc, il n'était pas encore Premier ministre. Il n'était pas encore Premier ministre à l'époque. Donc tout un pan de montagne qui s'écroule. La gestion de crise, on est les deux pieds dedans. À ce moment-là, la route est fermée. Et alors, comment vous intervenez dans ce cas-là? Donc on a des experts en géotechnique qui ont été mobilisés par la direction des routes. Et le premier sujet, c'était le diagnostic. Qu'est-ce qui est tombé, d'où ça part, quelle quantité, et sur des endroits effectivement difficiles à accéder. Donc l'usage du drone assez rapidement a été naturel. Et il y a eu un vrai apport en termes d'aide à la décision. Est-ce qu'on maintient la fermeture? Combien de temps? Quel type de travaux sont nécessaires? Les purges notamment. Donc on était vraiment dans une question opérationnelle immédiate. Et avant de mettre en route le drone, il faut avoir le feu vert de la préfecture. Donc effectivement, ça a été l'objet de notre échange. Pour tout vous dire, je ne suis pas du tout un spécialiste de la réglementation des drones, donc je suis très intéressé par les discussions-là. En revanche, ce que je sais, c'est que sur le terrain, alors il se trouve qu'on était en lien direct avec le préfet de région sur ces questions-là, donc ça va un petit peu plus vite. Ça facilite. Mais de mon point de vue, en tout cas personnel, parce que pas forcément pour le CEREMA, c'est la crise qui prévaut, c'est-à-dire que, alors c'est des discussions effectivement intéressantes, lorsque on a, alors là c'était pas le cas immédiatement sur site comme éventuellement sur des feux, des dangers sur des vies humaines, des dangers sur des activités économiques majeures ou des prises de risques, l'aide à la décision prévaut. En gestion de crise, ce qui nous manque, c'est avant tout le temps. Le drone nous fait gagner ce temps-là. J'étais un peu provocateur, c'est pas pour le perdre sur des questions purement réglementaires. Donc moi je rejoins assez la question des 80-20 ou des 90-10. Il y a des cas où nécessité fait loi. Si on a un vecteur drone capable de nous aider en gestion de crise pour rapidement secourir, rapidement connaître, rapidement prendre des décisions, on le met en œuvre. Quitte à régulariser administrativement la situation derrière. Je suis peut-être un petit peu iconoclaste, mais voilà, en gestion de crise, ce qui nous manque, c'est du temps. Si le drone peut nous en amener, on déploie et on déploie vite. Et là, typiquement, c'était le cas. Est-ce que chez Enedis, vous avez aussi cette souplesse de régulariser après? Parce que, bon, on sait, Benoît Gandon ne dit pas, mais il est quand même assez proche de la DGAC. Oui, vous êtes dans le même ministère. On partage le ministère, on travaille en lien avec la DGAC bien souvent. Et vous êtes même conseiller de la DGAC. Oui, on peut avoir des conseils, on peut apporter des conseils. Ce qui n'est pas le cas donc d'Enedis. Et pour en avoir parlé notamment il y a 2 ans, ici même, avec vos collègues qui faisaient le récit d'une intervention où ils avaient dû demander l'autorisation à 3 préfectures différentes parce que la ligne traversait 3 départements.
la réactivité des 3 préfectures n'avait pas été du tout la même. Je pense qu'on est sur un objet un peu nouveau, dont les conditions de réussite sont une bonne communication et une volonté collective de tous les acteurs en amont. Et ça, on y travaille en amont. Aujourd'hui, nous, on a un projet innovant dans le cadre de notre démarche innovation qui s'appelle le projet FIR Drone, dans lequel on embarque un certain nombre d'acteurs, notre direction technique, RTE sur la partie transport, les préfectures. Donc, en fait, on n'y est pas encore, mais on y travaille. Quel est l'objectif? L'objectif, justement, c'est de pouvoir répondre, je pense, aux attentes des institutions et de nos clients quand il n'y a plus d'électricité, quand on est dans des intempéries, c'est-à-dire aller vite. Et comme dit monsieur, je le rejoins, le drone nous aide à aller vite. Il ne faut pas que l'aspect réglementaire soit un frein, parce qu'il y a parfois des enjeux même vitaux. En ce moment même, on est en train d'organiser un exercice à la demande de la préfecture, un exercice de crise en Gironde. Je ne peux pas forcément donner plus de détails pour le moment, mais on est bien dans une logique d'anticiper, de se coordonner collectivement. Nous, de tout temps, il y a certaines situations où on a eu besoin de se coordonner avec nos collègues des pompiers, d'accéder parfois à des endroits difficiles en demandant le soutien de l'armée pour nous dégager des routes, etc. Derrière, qu'est-ce qui se cache? Il se cache peut-être une équipe de 4 bonhommes chez nous avec un camion nacelle 4x4 qui vont peut-être prendre des risques, perdre du temps pour accéder, alors que demain, un drone avec un opérateur seul avec son camion pourrait directement aller à l'essentiel et faire voler un drone au-dessus d'une zone boisée et aller identifier, diagnostiquer un incident qui coûte peut-être 1000 ou 2000 clients derrière depuis privé d'électricité depuis 24 heures. Et alors concrètement, comment vous pouvez arriver à obtenir cette réactivité de la part des préfectures? Aujourd'hui, nous... Parce que toutes les préfectures ne sont pas aussi réactives. Il faut qu'il y ait quelqu'un sensibilisé à l'usage des drones. Non, mais je pense qu'on a l'écoute de la préfecture là-dessus de tout temps. De toute façon, on fait partie des opérateurs de services essentiels. Donc on a des systèmes d'astreinte de permanence avec des annuaires où on peut rapidement avoir des contacts privilégiés qui sont à l'écoute du besoin et qui savent, on va dire, faire preuve de souplesse et d'agilité en cas de crise. Ce qu'il faut, c'est fluidifier ça. Et ce qui est intéressant, c'est tout le travail de communication et de coordination qui est mené en amont pour justement faire évoluer cette réglementation nécessaire, mais qui doit être beaucoup plus adaptée, de sorte à ce que le jour où on est en crise, tous les acteurs qui vont contribuer à la gestion de la crise ne soient pas freinés par des préoccupations réglementaires. Leur objectif, ça doit être un objectif très opérationnel, qui doit tourner autour de la sécurité des personnes. Ça passe par plein de choses, l'aspect santé, mais aussi l'aspect électricité, parce que derrière, on peut avoir des gens sous assistance respiratoire, etc., etc. Ça doit être la priorité de nos opérationnels. Et nous, décideurs et institutionnels, notre travail, ça doit être de faire évoluer la réglementation collectivement pour répondre à ce besoin. Est-ce que vous avez entrepris un travail d'information, de sensibilisation des préfectures? Parce qu'en fait, c'est là où se situe pas le problème, mais le nœud. C'est là où se décide de l'utilisation du drone. Complètement. C'est un travail qu'on a entrepris via notre projet FIR Drone, parce que, alors, déjà, effectivement, on a de tout temps des relations avec les institutionnels, y compris les collectivités locales qui sont les propriétaires du réseau. Mais on n'est pas les seuls non plus, c'est-à-dire il y a vraiment une volonté commune d'y aller, y compris avec les partenaires qui nous accompagnent, comme l'INOG ou alors Apizi sur notre projet FIR Drone. Donc je pense qu'on a des gens à l'écoute qui ont une vraie volonté de nous accompagner, parce qu'il y a aussi des attentes vis-à-vis de services publics identifiés opérateurs essentiels, qui ne sont autres que les attentes des institutionnels et des clients aussi. Donc la volonté d'y aller, elle y est, les contacts, on les a, on reste avancé. Est-ce que vous faites systématiquement des retours d'expérience avec les préfectures Alors, sur des grands événements, évidemment, comme cet hiver en Drôme-Ardèche, où je sais que vous avez envoyé des équipes effectivement, qui cet après-midi sont là en démo. Tout à fait. Tout à fait, et certains d'entre eux y sont allés. Bon, c'est le propre de la FIR, de justement se servir de la force d'une entreprise nationale pour
votre capacité de coordonner. Donc sur des événements comme ça, vous faites un retour d'expérience? Non, alors un retour d'expérience, nous en interne on le fait, ça c'est certain. Vis-à-vis des institutionnels, qu'ils soient collectivités locales ou préfectures, c'est à la demande. Là où on a de la matière, je dirais, c'est sur le type d'exercice qu'on est en train de préparer à la demande de la préfecture, où on est en mode vraiment scénario catastrophe. Et ce qui est intéressant aussi, là, c'est sur la gestion des interfaces entre tous les acteurs, que ce soit l'armée, que ce soit les pompiers, que ce soit RTE pour la partie transport. Il y a une matière, un retour d'expérience sur la gestion de ce type d'événements-là, qui est très riche et qui est partagé. Benoît Gandon, le CIREMA peut aider à cette prise de conscience, à permettre une utilisation, une réactivité plus grande des services de l'État qui sont chargés de donner des dérogations. Oui, c'est vrai qu'on a ce lien privilégié, on est à la fois, on a un lien très fort avec les services de l'État, qui sont pour une certaine nombre de nos activités nos donneurs d'ordre, en lien avec les collectivités, le monde de la recherche et puis le monde des entreprises. Donc on peut essayer de faire un petit peu, j'allais dire, ce go-between opérationnel, notamment en ayant à l'esprit que la gestion de crise, lorsqu'on la vit, pour certains d'entre vous qui l'ont vécu, elle est tout sauf normée, c'est-à-dire que pour reprendre un petit peu l'expression tout à l'heure, chaque cas est vraiment particulier, on peut essayer de cadrer un maximum de choses en amont, mais le jour J et à l'heure H, vraiment ce qui prime, c'est le côté opérationnel et encore une fois, le temps. Donc il faut que ça marche et il faut que ça aille vite. Donc oui, là-dessus, le CEREMA peut apporter son expérience, que ce soit dans le domaine de la géotechnique, du littoral, pour montrer un petit peu ce qui marche et puis inversement ce qui ne marche pas. Et là-dessus, parlant plutôt de ce qui marche, le drone est vraiment un outil très performant, encore une fois avec un coût. C'est pas une mince affaire. On a beau être en gestion de crise, les enveloppes sont pas infinies, les enveloppes financières sont pas infinies, donc le drone est léger, le drone est peu cher, et le drone fonctionne. Donc, nous, on essaye de rédiger un petit peu de méthodologie pour répondre à votre question, très simplement dans notre coin et en lien avec le ministère de la Transition écologique. Mais je pense qu'il faut que tous les acteurs se prennent conscience qu'il est important de réglementer, il est important de cadrer les activités, mais qu'encore une fois, en gestion de crise, il faut avoir collectivement, pas individuellement, collectivement, cette souplesse opérationnelle. C'est vraiment le mot qui prime. Vandelin, chez les pompiers, la souplesse opérationnelle, elle est déjà acquise ou il faut la travailler encore? En parlant évidemment d'un outil nouveau pour vous qui est le drone. En termes de gestion de crise, quand nous, sapeurs-pompiers, on dit quelque chose, on est souvent très écoutés, donc c'est assez appréciable quand même. Et Ça facilite. Donc ça facilite beaucoup de choses. Effectivement, je pense que en gestion de crise, quand il y a des enjeux qui sont forts et qu'on a essayé de les traduire et les expliquer, on nous ouvre beaucoup de portes. Par contre, on a le débat extrêmement intéressant sur les différents aspects de gestion de crise qui peuvent être au-delà de la police ou des pompiers, sur des intérêts économiques et de continuité d'activité. Et je pensais à quelque chose, c'est que dans l'État du Texas, ils ont mis en place un coordinateur drone qui gère les activités drone des journalistes, des opérateurs privés, des opérateurs de police, opérateurs de sapeurs-pompiers. Et il coordonne toutes les actions. Et nous, chez nous, il s'appelle la DGAC. Non, mais là on parle de sachant drone vraiment et de coordination des opérations. Non, mais je parle sur un côté utilisateur, je parle surtout, pas législateur. Et en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'en gestion de crise, si on a un référent au niveau de la préfecture qui soit un sachant, qui a un aspect éclairage d'utilisateur sur différents segments publics et privés, on pourrait avoir une réelle coordination et une communication pour aider les décisionnaires au niveau de la préfecture à dire ok, feu vert. Et ça c'est envisageable. Est-ce que Benoît, est-ce que vous sentez que l'État aujourd'hui est disposé à... Là, pour le coup, je méconnais les capacités effectivement de sachant, probablement qu'il y a certains endroits où ça existe et où historiquement on a cette compétence, dire qu'elle est présente partout, je pense que c'est pas le cas. On peut aussi former dans chaque préfecture. C'est un peu l'ambition d'Enedis, c'est de repérer dans chaque préfecture un référent drone. L'idée, effectivement, on pourrait presque appeler ça du lobbying. Hein. Oui. C'est pas un très clairement, c'est pas un gros mot, non, tout à fait. C'est justement d'être, je pense, aussi, nous comme nos collègues pompiers, je pense qu'on a un réel intérêt, une réelle légitimité à utiliser cet outil et un rôle aussi à jouer
pour aider les institutionnels et les décideurs à grandir sur le sujet. On a aussi un rôle à jouer là-dessus. Et alors, au niveau des services de secours, donc les pompiers, mais pas seulement, puisque votre association regroupe également d'autres types de services de secours, est-ce qu'il y a différentes doctrines d'utilisation du drone à travers les pays? À travers les pays, très intéressant. Il y a des pays qui sont en avance plus que d'autres, forcément, mais par l'histoire. Par exemple Par exemple, je pense qu'en Europe, les Anglais sont leaders, en tout cas sur l'utilisation publique, en service public d'urgence, parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont commencé un peu plus tôt que nous, autant policiers que pompiers, mais par contre par des mutualisations, je dirais, interservices entre pompiers et policiers, ils ont partagé des budgets pour créer des équipes mixtes. Je trouve l'idée intéressante qu'aujourd'hui, on cherche des effectifs, on cherche des budgets, et là, du coup, ils mutualisent des choses, et c'est assez intéressant. Donc les Anglais sont en avance, les Italiens sont discrets mais en avance aussi. Eux, par contre, la particularité, c'est qu'ils ont un corps de pompiers national, enfin, c'est le corps est national, ils ont une unité drone assez conséquente, et c'est pour couvrir le pays entier. Et elle se mesure comment cette avance? Par exemple, chez les Britanniques par les opérations, enfin, je sais pas, si vous surveillez les réseaux sociaux, Twitter, etc., bon, l'avantage, c'est qu'ils communiquent, donc on sait ce qui se passe. Et l'autre pays qui ne communique pas, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans leur pays. En Angleterre, je pense qu'on est à 1 ou 2 personnes retrouvées par drone par semaine. Je parle de personnes disparues retrouvées par drone. Et à titre de comparaison, en France? On en a une tous les 3 mois ou 6 mois. Quoi. Ah oui. Et encore, mais est-ce que quand on recherche quelqu'un, on déclenche systématiquement le drone? Non, c'est encore assez récent chez nous. On a besoin de montrer par la preuve qu'on peut sauver des gens par drone. La première victime sauvée par drone par les pompiers, c'était en juillet dernier dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées Atlantiques, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y a eu aussi en Bretagne. C'est aussi récent que ça? Mais oui. C'est pour ça que je vous dis, parce que c'est le déploiement des drones qui est du coup nécessaire pour chercher des victimes. Et on a besoin de mettre en place des réflexes d'engagement et aussi de prendre de l'expérience, parce qu'on ne s'invente pas, comment on appelle, de drone pour chercher des victimes, c'est compliqué, c'est pas forcément évident. Mais ça se fait, et par contre ça demande beaucoup d'implication, de déploiement, et de pouvoir en mettre aussi en lumière et communiquer sur le fait que les drones ont permis de gagner du temps et de prendre de la hauteur. Et en Angleterre, voilà, un drone qui part en l'air, en 2 minutes il trouve quelqu'un. Parce qu'en prenant de la hauteur, avec des spectres visibles, des spectres thermiques, jour ou nuit, on peut rapidement trouver quelqu'un. Donc ça aide grandement les unités terrestres ou cynotechniques avec les chiens au sol. Et voilà, mais on a besoin de communiquer et alors, si c'est aussi efficace que ça, pourquoi la France ne se dote pas de ces moyens? Est-ce que c'est un problème de budget, sans doute? Est-ce que c'est aussi un problème de confiance dans le matériel de la hiérarchie? Il y a un peu ça. On a, à mon sens, à mon humble sens, je pense un choc des générations entre notre hiérarchie et les nouveaux et jeunes recrues, où en fait, effectivement, accepter que ce n'est pas un jouet, mais qu'on peut réellement avoir une plus-value dans le déploiement des drones, il faut le montrer par la preuve, et on l'a vu par Notre-Dame de Paris ou par des victimes retrouvées. Et c'est en communiquant sur ces images drones, l'utilisation du drone, qu'on va pouvoir se développer. Aujourd'hui, 60% des départements utilisent le drone. 60% seulement? Des pompiers, ouais. D'accord. C'est déjà bien, mais on peut faire mieux. Mais comme je vous disais, on est encore dans l'appropriation de l'outil. Il faut communiquer et le mettre en valeur. D'accord. Pourquoi à Paris, c'était des drones de la préfecture de police et pas les drones des sapeurs-pompiers? Alors, je ne suis pas sapeur-pompier de Paris, mais je vais vous essayer de vous êtes le président d'une association internationale, c'est à ce titre que je vous interromps. Il m'avait dit surtout pas de question de... Bon, en tant que président d'association, non, le contexte est tout simple. La brigade des pompiers de Paris, je ne sais pas si vous le savez, ce sont des militaires, donc soumis à une réglementation particulière en termes d'aéronefs télépilotés, mais en même temps aussi ils sont sous l'égide du préfet de police de Paris, donc il y a un autre volet, on va dire DGAC sous civil, et ne sachant pas exactement dans quelle réglementation s'inscrire, c'était pas forcément évident d'acquérir des drones et de les exploiter sous quel régime en fait. En plus avec
des espaces aériens très compliqués interdits, comme la P23 au-dessus de Paris. Donc ça n'arrange rien. Voilà, on va dire qu'ils étaient un petit peu en pourparlers réglementaires. Donc les pompiers de Paris n'ont pas encore, n'avaient à ce moment-là, pas encore déployé des drones. Et il n'y avait que la préfecture de police de Paris qui avait une unité drone en place, et donc ils l'ont déclenchée. Et clairement, cette opération a fait basculer la vie de la brigade des pompiers de Paris en disant ce qui est réellement nécessaire, et ça a été décisif pour Notre-Dame. Et depuis, ils sont en expérimentation depuis 2020. Expérimentation. Et ils devraient aboutir à une expérimentation de doctrine. Donc ils prennent de l'expérience pour dire comment on va utiliser les drones. Donc depuis 2020, ils en font je ne sais plus combien de dizaines d'interventions de drones. Et petit à petit, ils vont construire leur doctrine et se mettre en place. Et c'est parti. Et le problème réglementaire, vous pensez qu'il va se régler rapidement? Alors, il y a quelque chose qui est très particulier en France et qui est essentiellement dû à la structure du ministère de l'Intérieur. Parce que, effectivement, préfecture de police, gendarmerie, la gendarmerie, ce sont des militaires qui, avant, appartenaient au ministère de la Défense. Donc là, c'était défense, il n'y avait pas de problème. Quand la navigabilité aéronautique d'État a été créée, la gendarmerie faisait encore partie du ministère de la Défense à part entière et était très intéressée justement par la souplesse que donnait la réglementation militaire, etc. Au moment où la gendarmerie a quitté en tant que telle le ministère de la Défense, même si les gendarmes sont toujours des militaires, et a basculé du côté du ministère de l'Intérieur, ils ont dit mais nous, on veut garder cette réglementation-là, qui est souple, qui est pratique, qui justement permet de gérer la gestion de crise, etc. Donc, on a gardé les gendarmes. Et puis, évidemment, la sécurité civile, faisant un métier aussi de gestion de crise, etc., et occupant finalement une fonction régalienne, puisque dans le régalien, il y a quand même le maintien de l'ordre public, donc la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique. Et évidemment, vous avez d'ailleurs des fonctions tout à fait connexes et très proches du maintien de l'ordre public. C'est pour ça que vous pouvez assez facilement discuter avec le préfet. Donc, quand on a créé la DSAE, eh bien, la sécurité civile a dit « mais moi aussi, je veux bénéficier ». Alors, ce qui se passe, c'est que la sécurité civile, eux, ne sont pas militaires en tant que tels. La gendarmerie est militaire, la police n'est pas militaire, la sécurité civile n'est pas militaire. Donc là, à quelle autorité se rattacher? Les pompiers sont de temps en temps militaires et de temps en temps pas militaires. Pompiers de Paris, uniquement les marins de Marseille, je crois. Voilà. Les unités de sécurité civile aussi. Voilà. Mais effectivement, tout le monde n'est pas militaire. Donc, la question, en fait, dans cette architecture du ministère de l'Intérieur, c'est dû aussi à notre passé français, à notre culture française, c'est qui va être responsable. Donc, le qui va être responsable, eh bien là, il faut arriver, on va dire, à rentrer dans une case. Alors, vous dites que la réglementation est un frein. En fait, quand on la voit effectivement sous un œil ancien, et les interlocuteurs que vous avez sont pas forcément très jeunes, effectivement, c'est quelle va être la difficulté, quelle va être ma responsabilité. Alors qu'en fait, il faut voir la réglementation bien en amont. Une réglementation bien écrite est une réglementation qui protège, et pas une réglementation qui assigne. Donc l'objectif, en fait, c'est justement d'arriver à organiser la réglementation pour qu'elle soit la plus protectrice possible de votre activité, sans avoir à déroger systématiquement, puisque la gestion de crise, évidemment, c'est toujours l'exceptionnel. Sauf que quand l'exceptionnel, c'est toujours la règle, eh bien, on n'est plus dans l'exceptionnel. Et ça, c'est toute la difficulté à faire comprendre, effectivement, pour arriver à rédiger ce type de réglementation qui vient quand même de l'Europe. En civil, la réglementation européenne, c'est l'EASA qui l'établit. La DGAC est un interlocuteur particulier de l'EASA, mais la DGAC ne réglemente plus ou très peu. Donc c'est vraiment au niveau européen que ça se situe, ou sinon, effectivement, il faut réfléchir sur les acteurs régaliens chargés du maintien de l'ordre public et avoir des partenariats particuliers et se baser du coup sur la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant et étudier une réglementation ad hoc en fait. Alors, Benjamin Ambec, est-ce que chez vous aussi, chez Enedis, il y a un conflit de génération dans le développement du drone? Je vous sens rire sous votre masque. Ne vous cachez pas derrière votre masque. J'ai rigolé parce que les questions qu'on vient d'aborder là sont super intéressantes. Elles sont de l'ordre sociologique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va très vite, où tout le monde va aller très vite. Et la technologie elle-même et l'innovation va très très vite. Pour autant, s'il y a des règles, c'est qu'il y a des risques.
et on peut pas, on ne peut pas ne pas s'assurer que tout le monde ne fera pas n'importe quoi avec un drone. J'étais en train de penser, c'est pour ça que je souriais, à l'évolution du code de la route. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on conduit sur la route, hein, et pour autant, la réglementation a toujours évolué. Et, il y a 20 ans de ça, je crois que l'alcool et conduite n'étaient pas incompatibles. Bon, aujourd'hui, c'est inimaginable pour tout le monde. Voilà. Donc, je pense que, pour moi, c'était un bon exemple parce que aujourd'hui, on a envie d'aller très vite sur le drone. Et que cette réglementation-là, tout comme celle du code de la route, elle est vouée à évoluer. C'est inévitable. Maintenant, le conflit générationnel dans l'entreprise, il est sur les drones, mais il est sur plein d'autres objets. Alors, on parle du drone, mais le drone, c'est un outil qui est en pleine évolution, notamment au niveau chez les pompiers. Il vous apporte régulièrement il y a tous les 6 mois un nouveau matériel qui arrive, qui peut remplir une mission particulière. C'est vrai aussi pour vous. Là se pose le problème du budget. Alors vous dites, après Notre-Dame de Paris, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 an. On n'en est qu'à étudier la doctrine. Donc comment, quand on a ce mode de fonctionnement, on peut arriver à intégrer au fur et à mesure les nouvelles technologies? C'est la grosse difficulté, c'est qu'il y a peut-être 1 an ou 2 d'avoir un phare de recherche ou un haut-parleur sur un drone, c'était du fantasme, de la science-fiction, et aujourd'hui on l'a. Donc, vous l'avez sur catalogue, mais vous ne l'avez pas dans les unités. Si, on les a dans les unités. On les a dans les unités. Mais c'est ça le gros enjeu, c'est que du coup, tous les 6 mois, tous les 1 an, on a une nouvelle capacité technique qu'on doit retranscrire en capacité opérationnelle par une doctrine d'utilisation, et avec une réglementation qui évolue pas dans la même vitesse. Donc on essaie de jouer tous les leviers, réglementation technique et opérationnelle avec la doctrine. C'est assez compliqué, on essaie de rapprocher les wagons comme on peut, mais voilà, on est en prospective et on veille, et demain, vous aurez un nouveau drone avec une nouvelle capacité technique, il faudra qu'on intègre, qu'on transforme, comment on peut utiliser cette capacité pour sauver plus de vies, ou mieux éclairer, communiquer à nos décideurs, opérationnels ou administratifs, et puis du coup on s'adapte et on essaie d'écrire ce qu'on fait, pour du coup décrire une doctrine d'utilisation la plus complète possible. Benoît Gando, vous suivez cette évolution, vous arrivez à en tirer profit de cette évolution technologique, ou vous êtes toujours en retard d'une évolution à cause notamment des crédits? Je pense que personne ne peut prétendre être absolument au fait de toute l'évolution, comme je souscris à ce qui vient d'être dit. Ce qui était vrai il y a 6 mois sera complètement dépassé dans 6 mois. Donc c'est compliqué. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain, facile à mettre en œuvre, pas cher et accessible par le plus grand nombre, et qui répond aux besoins. Donc là-dessus, nous, le CRMA, on essaye justement de faire ce lien entre le monde privé, que ce soit des startups, des grands groupes ou des bureaux d'études qui mettent en place des solutions, et puis en face, des utilisateurs finaux, des maîtres d'ouvrage, des collectivités qui n'y connaissent rien ou à peu près la plupart du temps. Et c'est essayer de faire un peu ce go-between entre les deux. Mais c'est vrai que ça bouge très très vite, hein. Il faut vraiment être très très humble sur la capacité à suivre l'évolution technologique, mais en revanche, c'est complètement enthousiasmant de se dire que des solutions nouvelles arrivent quasiment chaque jour sur catalogue. Alors, sur catalogue, vous le disiez, il y a la question du coût. Mais ce coût, et pour compléter la question ou la réponse, il faut avoir à l'esprit qu'il faut le mettre en face d'un autre coût, qui est si on ne fait rien, où les solutions anciennes, elles ont aussi un coût. Aller inspecter les ouvrages d'art ou un pan de montagne, si on n'a pas de drone, ça coûte aussi beaucoup. Donc, je ne sais pas quel aurait été le coût équivalent pour reprendre le cas de Notre-Dame, si tant est qu'on avait d'autres solutions autres que le drone pour le faire. Voilà, donc le coût, il faut toujours le mettre en face d'autres solutions. Et puis aussi le coût de ne rien faire. En gestion de crise, le temps compte beaucoup. Ou en prévention aussi des gestions de crise, si on est bien. Donc voilà, donc c'est très compliqué de suivre. Et la question du coût, à mon avis, elle peut être relative. Et comment êtes-vous organisé pour suivre cette évolution technologique et pour répondre aux questions des administrations qui vous demandent conseil?
Alors, on a au niveau du CRMA, j'ai rapidement brossé, on est présent sur toute la France, mais on a 3 entités techniques un peu historiques. Hein. Tout le domaine de la route et des ouvrages d'art, c'était anciennement le CETRA. Le domaine de l'urbanisme, de la ville, c'était le CERTU à Lyon. Et sur eau, mer et fleuve, c'est à Brest et à Compiègne. Et ce sont nos collègues de Brest qui ont restant ici, qui historiquement, pour toutes les activités, notamment maritimes et portuaires, étaient très tournés vers les télécommunications, la radio, et les satellites et le drone. Donc c'est eux notre point d'appui technique. Donc ils font autant que possible de la veille technique, de la veille technologique. Ça reste compliqué. Ils rencontrent des grands groupes, des fabricants, la DGAC, on l'a évoqué. Donc on s'appuie sur ce pôle technique à Brest. Donc encore une fois présent ici sur leur stand. Et voilà, ensuite, comme tout à chacun, avec un minimum de veille technologique. Enedis, vous arrivez à suivre cette évolution technologique. Ça va être plus facile pour vous, une entreprise privée? Plus facile, pas forcément, mais je dirais qu'un canal officiel et officieux. Le plus efficace, c'est l'officieux. L'officiel sont nos directions techniques sur le sujet du drone, comme tous les autres qui nous animent, hein, il y a des communautés. L'officieux, c'est les passionnés au fond de la salle. C'est eux les meilleurs. Ok. Bon, eh bien, à vous les questions. Oh là là, allez-y. Voilà, je reprends la main. Patrice Barre de la Fédération professionnelle du drone civil. J'ai une remarque et une question qui en découlent. La remarque, la première, c'est effectivement, on évoquait la difficulté de faire voler les drones dans le paysage français. Bon, ça, je crois que c'est lié effectivement à l'histoire des Gaulois. On a plein de chapelles différentes au niveau de l'État français et chacun un peu tire la couverture à soi, sans évoquer le problème d'intervention du drone au niveau opérationnel, voire l'a bien résumé. Voir la gestion médiatique de la crise. Un élément qui n'a pas forcément été abordé très profondément, c'est celui de la coordination des moyens aériens. Sur une crise, quelle que soit l'ampleur, bon, certes, il y a des crises d'ampleur bien différentes entre la cathédrale Notre-Dame de Paris et puis le feu de forêt au coin du bois, j'allais dire, à Saint-Jean-d'Illac, c'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, le drone peut malgré tout être intégré dans les opérations. Et je crois qu'il faut faire attention aussi pour ça que le problème de la réglementation et de l'adaptation de cette disparition de la zone grise est important. C'est que si on laisse tous les intervenants, là c'est intéressant parce que vous êtes 3 intervenants, vous avez chacun votre drone et vous dites chacun, moi je vais faire intervenir mon drone pour ma partie. Si on laisse intervenir tous les intervenants en même temps dans la crise sans un minimum de coordination et sans pouvoir contrôler l'engagement des moyens aériens, là on risque d'aller vers l'accident aérien. Parce que non seulement il y a les drones sur une crise, mais il y a des hélicoptères, il y a parfois des canadaires, et tout ça, ça vole très bas. Et en plus, je rajoute l'armée de l'air qui, elle, a des réseaux d'entraînement à très basse altitude. Ils sont au courant de rien. S'il y a le feu de forêt au coin du bois, on peut très bien voir passer 2 rafales au-dessus de soi, à 50 mètres du sol. Et là, s'ils ne sont pas au courant, on peut aller à l'accident aérien également. Donc, c'est important de prendre en compte cette coordination. Et alors, ma question est celle-ci, c'est chacun dans votre domaine ou dans votre responsabilité, est-ce que vous êtes informé d'actions qui sont menées par vos sociétés ou par vos associations ou par vos directions, justement avec la DGAC ou le ministère de l'Intérieur, qui est quand même l'un des partenaires le plus important dans la gestion de crise, pour justement faire évoluer la réglementation actuelle et intégrer un peu mieux justement les drones dans les opérations de crise. La parole est aux sapeurs-pompiers. Merci. Désolé. C'est très compliqué. On va dire la vérité, il y a des cloisons. Il y a des cloisons entre le monde public et le monde privé. Il y a des cloisons entre les ministères. Il y a des cloisons entre les différents services de l'État au niveau d'une préfecture, etc. Donc on aime beaucoup les cloisons au niveau français. Mais voilà, c'est pour ça que je parle tout à l'heure d'un référent à la préfecture de drone, mais côté utilisateur, qui puisse coordonner, qui soit un référent sachant réglementaire, mais aussi un sachant technique et opération, qui puisse dire, voilà, il y a les médias journalistes qui veulent utiliser du drone, il y a la police qui veut faire du drone, il y a les pompiers qui veulent faire du drone pour la gestion de crise, il y a les opérateurs privés qui veulent faire la continuité des énergies, etc. Voilà, sans oublier les drones qu'on pourrait appeler malveillants, en tout cas, ou qui ne sont pas déclarés, qui veulent faire des jolies images de Notre-Dame de Paris en parallèle, et il y a ce côté lutte anti-drone. Donc il y a une réelle coordination 3D derrière, et si on ne parle pas entre nous, clairement, alors si c'est juste 2 drones, ça peut encore aller, et encore, ça dépend qui est en dessous. Mais effectivement, après il y a des hélicoptères, et il y a une notion de coordination aéronautique, clairement, il y a un vrai sujet.
Vous n'allez pas vous en tirer là tous les deux, comme ça. Hein. Là, il regarde. Pas de problème de coordination. Dans les cas que j'ai connus, ça s'est pas posé, mais en revanche, oui, la question, on peut avoir je ne vais pas dire le mot conflit, mais en tout cas des présences multiples dans l'espace aérien. Et moi, je suis assez pour la réponse du collègue, hein, c'est de dire que le responsable des opérations locales, souvent fait directeur de cabinet ou que sais-je, puisse s'appuyer sur un sachant technique. Ça me semble effectivement une bonne piste. Qui saura apprécier les risques par rapport à la réglementation et les enjeux aussi de la crise. Et qui aura l'esprit et toutes les personnes qui sont en vol. Éclairer la préfecture qui va prendre une décision forte politique. Une bonne piste. Il y avait une autre question. Ah, oula, alors. Si je peux rebondir sur la question. Allez-y. Voilà, moi je me présente, Alexandre Chénier, je suis télépilote pour Enedis. Alors on a une grosse réglementation à respecter et on a quand même des outils qui nous permettent de cadrer un petit peu tout ça. Moi personnellement, quand je pilote sur les lignes électriques, j'ai pas tant de soucis que ça. Ça m'est arrivé de voler à côté de l'aéroport de Mérignac, à quelques centaines de mètres des pistes. Il n'y a pas eu de problème particulier. Le seul souci, c'est qu'il nous faut un contact. Normalement, on fait des déclarations de vol. Donc la préfecture est au courant, les autorités sont au courant, l'armée, tous les acteurs en fait, de la sécurité sont au courant des vols qu'on fait. Il suffit simplement, moi j'avais un contact en fait, par exemple, à la tour de contrôle de l'aéroport, pour indiquer l'heure de décollage, quand je décolle, quand j'atterris, et quand la mission est close. Y compris par exemple sur des zones de couloir aérien de la base aérienne de Cazaux, où là on est en contact permanent avec la tour de contrôle avant le décollage et après l'atterrissage. Donc c'est vrai qu'on a des contraintes, mais cela dit, si on respecte toutes les procédures qui nous sont aujourd'hui données, on peut très bien voler en toute sécurité. Alors effectivement, il y a des hélicoptères. Il peut effectivement, dans certains cas, mais nous on n'est pas vraiment concernés chez Enedis parce que je me verrais mal visiter une ligne électrique sur une zone où il y a un incendie par exemple. Ça serait complètement ridicule et contre-productif. On laisse évidemment la place aux acteurs de la sécurité avant le survol d'une ligne qui potentiellement est un petit peu vieillissante pour laquelle il faudrait intervenir pour la rénover par exemple. Mais voilà. Nous, je parle peut-être, mes collègues diront autre chose, mais pas de problème particulier, y compris en centre-ville de Bordeaux par exemple. Centre-ville de Bordeaux, on a un contact qui nous demande donc notre plan de vol, les arrêtés possibles pour la réalisation de la mission, ou des choses comme ça. Je crois pas eu de soucis particuliers. Si je peux apporter un rapide complément, aujourd'hui c'est vrai, je rejoins, la question ne se pose pas parce que paradoxalement, plus on est dans l'urgence, plus on est beau. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui le problème ne se pose pas, pour autant je trouve la question très intéressante parce qu'il faut envisager que demain, le paysage aérien sera de plus en plus encombré. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais qui le sera peut-être demain. Et je pense que la question mérite d'être posée. Après on peut même la pousser encore plus loin. On est dans une dynamique en ce moment de développement de l'open data, du partage de données. On peut imaginer que demain, les pompiers vont faire voler un drone et que nous, on va bénéficier des données des pompiers. C'est dans l'intérêt aussi du service public, de l'optimisation. Ça va au-delà de la coordination. Ça va dans la mutualisation des moyens pour optimiser encore une fois, réduire les coûts, etc. etc. Donc, c'est des questions complexes, mais importantes à poser. Je prendrais juste un exemple à Biarritz, c'était le G7 ou G9, je ne me rappelle plus, il y a eu un rassemblement. Il y a eu beaucoup de vols de drones de la police et de la gendarmerie pour les raisons de sécurité. Et on aurait pu imaginer une catastrophe, un problème au niveau des lignes électriques. Donc du coup, il y avait des drones de force de l'ordre, il aurait pu y avoir une intervention de sapeurs-pompiers en même temps, et du coup, très très vite, le ciel au niveau de Biarritz pouvait être très encombré au niveau de drones, quoi. Mais clairement, il y avait vraiment beaucoup d'unités. Donc c'est dans ce contexte-là où quand il y a plusieurs opérateurs, ça peut être compliqué, opérateurs drone ou hélico, ça peut être compliqué. Après, si c'est du mono-opérateur, il y a une seule personne sur les lieux, bon, c'est plus simple à gérer forcément.
Oui, je vais rebondir. Laurent Synthèse, les ailes de la gendarmerie, rédacteur de la revue Aérogendre, la revue aéronautique de la gendarmerie. J'étais pilote d'hélicoptère de gendarmerie, notamment en Biarritz. Je rebondis sur votre. J'ai vécu la catastrophe du Luno, vous savez, ce cargo de 100 mètres qui a dérivé, qui s'est fracassé sur les rochers. Et dans le même temps, on a vu un drone décoller, aller faire des photos, pendant que les drones d'hélicoptères de la gendarmerie et d'armée de l'air étaient en train de faire des rotations pour essayer de secourir les 12 personnes qui étaient dans ce cargo. Alors effectivement, la question qui a été soulevée par le premier intervenant est judicieuse. C'est vrai que quand on parle de la gestion de crise, des catastrophes, il va y avoir des aéronefs de tous les niveaux, donc la petite aéronautique, les drones et la grande aéronautique, et tout ceci se mélange dans des conditions souvent précipitées. Et moi je pense dans les meetings au directeur de vol, vous voyez, c'est le personnage le plus compétent en matière d'aéronautique, qui a les compétences du LM, de l'hélicoptère, et qui connaît bien les réacteurs militaires, et qui est capable de gérer tous les moyens qui sont en l'air en ce moment. Mais je pense que c'est une réflexion globale, vous voyez. Effectivement, dans une crise, pour tout ce qui est réseau, tout ce qui est axe, c'est utile. Mais on emploie, si vous regardez bien, on emploie des drones de marque chinoise. Hein, généralement, ce sont actuellement ceux qui sont les plus développés. Vous avez parlé de la navigabilité d'État tout à l'heure. C'est ces drones-là qu'on certifie parce qu'on n'a pas actuellement de constructeurs français qui arrivent à un tel niveau de développement et un tel niveau de fiabilité. On parle aussi des optiques, les optiques qu'ils mettent en œuvre, qui sont quand même remarquables. Hein, les CLC News avec les caméras qui vont dessus. Et on a aussi un problème de sécurité des données, parce que c'est des données chinoises, hein, elles peuvent être captées par tout le monde. Donc si vous regardez entre la sécurité aérienne, la sécurité du public avec la navigabilité d'État dont vous parliez, et puis la sécurité des données des appareils qui sont employés par maintenant toutes les forces d'État, il y a une vraie question peut-être de réflexion au sujet de ces moyens actuellement mis en œuvre. Merci pour cet éclairage, qui n'était pas une question. Une question ? Oui, j'aurais une question. Je souhaiterais rebondir un peu sur votre commentaire par rapport aux freins que vous aviez à Parlez l'utilisation. peut-être un peu plus fort pour ceux qui sont Baptiste derrière. Simoneau, donc de la Fédération professionnelle du drone civil. Je voulais rebondir par rapport aux différents freins que vous avez à l'utilisation systématique du drone. Par exemple, pour le cas d'Enedis, comme l'a cité votre collègue, la plupart des interventions que vous faites sur l'électrique ne se trouvent pas forcément en agglomération, donc vous n'avez pas forcément le frein de la préfecture. Donc ce serait peut-être d'autres freins techniques au niveau des pompiers. Je sais que vous avez cité tout à l'heure, vous avez 60% des départements seulement qui sont équipés. Donc c'est peut-être pas tant le problème de la coordination. Quel est le problème? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est la formation de vos télépilotes? Est-ce que c'est le nombre de personnel compétent? Est-ce que c'est... Alors, je vais faire des généralités, même si j'aime pas trop ça. Ouais. Je vais faire des généralités. Les sapeurs-pompiers n'ont pas forcément tous les budgets qu'ils voudraient, qu'ils espéraient. Donc de là, déjà, il y a un frein budgétaire. Donc après, il faut convaincre la hiérarchie de la plus-value du drone pour le coût que ça représente. Même si le marché est de plus en plus compétitif, donc on a des produits quand même avec des prix intéressants. Et après, il y a effectivement cet outil, ce drone, qui est très souvent comparé à un jouet ou juste à un appareil photo qui vole. Et du coup, c'est là le gros enjeu pour nous, c'est le frein, il est plus sur les décisions, de pouvoir l'employer et à quoi ça va servir. Du coup, il faut convaincre sa hiérarchie, son directeur, de pouvoir investir dans les drones avec, comme on l'a dit, tous les éclairages un petit peu délicats qui sont réglementaires, donnés, sécurité. Aujourd'hui, au niveau des pompiers, qui est un service d'État, mon collègue qui connaît très bien la gendarmerie est un service d'État aussi, enfin je veux dire, a son centre de formation en interne, donc qui permet de former les télépilotes à la réglementation de tout l'aspect. Au niveau des pompiers, vous êtes obligé de passer par le civil, c'est-à-dire être soumis... Ceux qui passent par le civil, on va dire des écoles privées extérieures, sont vraiment minoritaires, si ce n'est anecdotique. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, on se forme en interne. D'accord, donc vous avez tous les outils, c'est uniquement le frein de l'investissement matériel en fait. Oui. En général, la formation, c'est pas vraiment le frein, on a déjà validé l'approbation de la hiérarchie, donc on fait juste de la mise en œuvre. Une dernière question.
Oui. Une question peut-être réglementaire, là où on en est de l'utilisation des images prises par des drones pour, par exemple, confondre les métiers après tout, est-ce que ça peut être utilisé pour passer en justice? Alors moi je suis essentiellement sur l'utilisation du drone vecteur. Je ne suis pas sur la partie justement déploiement des images, etc. Respect de la vie privée et tout ça. Ça je peux pas vous dire où on en est parce que moi c'est vraiment la partie vecteur qui est réglementation du vecteur, utilisation du vecteur et non pas utilisation de ce qu'en fait l'exploitant après. Donc là je peux pas vous dire. En plus, c'est vraiment la partie police-gendarmerie, donc là, c'est de l'investigation. Moi, je ne peux pas vous dire où on en est là-dessus. Sans être un spécialiste du sujet, mais voilà, on sait que le Conseil d'État a interdit la préfecture de police de Paris à utiliser les drones dans le cadre des opérations du Covid-19 pour le confinement et les interdictions de circulation par rapport au visage des gens qui sont filmés. Mais effectivement, il y a un gros débat, il y a un gros sujet, une réflexion à apporter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est filmé à Paris par des caméras dans les rues, et on est filmé par des gens sur Facebook, etc. On est filmé non-stop tout le temps. Et bon, après, les drones sont un petit peu le côté, on va dire, le diable pour certains, de la surveillance, de Big Brother, etc. Alors qu'on est déjà surveillé partout. Donc il y a cet aspect, effectivement, drone espion qui apporte plutôt préjudice aux drones. Darmanin, il ne voulait pas changer ça, là, il n'en avait pas parlé d'utiliser les drones pour surveiller les... Peut-être apporter comme effectivement quelques précisions, si ça remonte à un petit peu plus, mais depuis quelques années, quand même, il faut bien séparer deux choses. D'une part, bon, il y a l'ordre public, donc là il y a la crise d'ordre public qui est gérée par les préfets, etc. Et d'autre part, la gestion judiciaire des affaires, des enquêtes. Dans le cadre d'enquêtes, effectivement, judiciaires, depuis quelques années, certains tribunaux, alors certains tribunaux, pas tous, acceptent la preuve d'images prises par moyen aérien mobile, on va dire que ça peut être des hélicoptères, des drones, etc. Après, pour l'ordre public, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, là, on revient dans le débat de Big Brother et puis la population a du mal à accepter parce qu'on est en permanence filmé, on n'est pas en film. Donc, les Français ont du mal à accepter ça. Et là, sur le coup, je crois que la CNIL n'a pas pris de décision et il y a un peu, d'ailleurs, un trou réglementaire. C'est effectivement la télésurveillance sur caméra fixe est bien encadrée. En revanche, la télésurveillance aérienne mobile ne l'est pas. Voilà, parce qu'en fait, la télésurveillance, justement, c'est du fixe. Donc, quand vous rentrez dans un endroit où vous êtes filmé, c'est écrit, vous le savez, etc. Le drone, vu qu'il est mobile, il peut être là et ne pas y être, ou comme il ne fait pas de bruit, vous ne le voyez pas. Et là, on ne vous dit pas si vous êtes filmé ou pas. Donc, c'est toute cette partie-là qui est le respect de l'intimité de la vie privée, c'est l'article 9 alinéa 2 du Code civil, qui vient s'imposer en disant, mais attendez, est-ce que il y a quand même ce respect de la vie privée, vous avez le droit d'être dans la rue, dans un endroit où vous n'êtes pas censé être filmé parce que c'est pas affiché. Donc là, il y a cette notion-là, effectivement, où pour l'instant, il n'a pas été décidé d'accepter les drones, la cassation. La cassation n'a pas tranché, en fait. Pour l'instant, c'est pas remonté jusqu'à la cassation dans le cadre des enquêtes judiciaires, etc. Les juges se posent vraiment la question de la preuve loyale ou déloyale, quoi. Donc pour l'instant, effectivement, pour le drone, la captation d'images de la vie privée par drone n'est pas encore tranchée par la jurisprudence. C'est quoi une preuve déloyale ? Pour les zones urbaines, quand même, l'affichage, comme vous dites, des zones qui sont filmées par caméra fixe est affiché pour une zone, pas par chaque rue. Donc on pourrait admettre éventuellement que le drone soit un outil complémentaire de la caméra fixe. Puisque c'est pour la commune complète qu'on affiche. À ce moment-là, effectivement, mais après il y a une question de proportion aussi. Ah oui. C'est pareil, c'est comme le masque en ce moment, hein, c'est comme le masque dans Strasbourg a fait tomber l'arrêté préfectoral sur le port du masque partout, en tout temps, en tout lieu. Dans le 92, Saint-Cloud notamment, c'est pareil, même si le Conseil d'État a eu une décision un peu plus mesurée. Mais il y a les libertés fondamentales. La liberté fondamentale qui est du niveau de la Constitution, c'est quand même le respect de la vie privée. Et ensuite, effectivement, il y a des problèmes d'éventuelle sécurité publique, etc. Mais là, il faut que ce soit proportionné. Il y a vraiment une question de proportion. Et là, pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas encore remonté au niveau de la Cour de cassation, mais je pense que la proportion risque de ne pas être retenue par le juge. Merci Aude pour cette dernière précision juridique. Alors donc je vous rappelle que le port du masque est obligatoire sur l'aérodrome de Saint-Québec.
Vous aurez le droit juste de l'enlever quand vous mangerez tout à l'heure, mais il faudra manger assis. Hein, je vous le rappelle, vous n'avez pas le droit de manger debout devant les food trucks. Et à part ça, tout va bien. Donc, je vous souhaite un bon appétit. On redémarre à 13h30.